Riquet à la houppe. Il était une fois une reine qui accoucha d'un fils si laid et si mal fait que l'on se demanda s'il avait forme humaine. Mais une fée qui assistait à sa naissance assura qu'il serait des plus aimés, parce qu'il aurait beaucoup d'esprit. Elle ajouta même que, en vertu du don qu'elle venait de lui faire, il pourrait doter d'autant d'esprit celle qu'il aimerait. Tout cela consola un peu la pauvre reine, qui était bien attristée d'avoir mis au monde un enfant si vilain. De fait, dès que cet enfant commença à parler, il dit 1000 jolies choses, et il avait dans toutes ses actions je ne sais quoi de si spirituel que l'on tombait sous son charme. J'oubliais de dire qu'il vint au monde avec une petite houppe de cheveux sur la tête, ce qui fit qu'on le nomma Riquet à la houppe, car son nom de famille était Riquet. Au bout de 7 ou 8 ans, la reine d'un royaume voisin accoucha de 2 filles. La première, qui vint au monde, était plus belle que le jour. La reine en fut si heureuse qu'on craignit que cette trop grande joie ne lui fît du mal. La même fée qui avait assisté à la naissance du petit Riquet à la houppe était présente. Et, pour modérer la joie de la reine, elle lui déclara que cette petite princesse serait dénuée d'esprit, qu'elle serait aussi stupide qu'elle était belle. Cela peina beaucoup la reine. Mais, quelques instants après, elle connut un bien plus grand chagrin, car la seconde fille dont elle accoucha se trouvait extrêmement laide. « Ne vous désolez point autant, madame, lui dit la fée. Votre fille sera récompensée d'une autre manière. Elle aura tant d'esprit qu'on ne s'apercevra presque pas qu'il lui manque la beauté. » Dieu le veuille, répondit la reine. Mais n'y aurait-il point moyen de donner un peu d'esprit à l'aînée qui est si belle ? Je ne peux rien pour elle du côté de l'esprit, madame, lui dit la fée. Mais je peux tout du côté de la beauté. Et, comme je souhaite vous satisfaire, je vais lui accorder le don de pouvoir rendre beau celui qui lui plaira. À mesure que les 2 princesses grandirent, leurs perfections s'accentuèrent avec elles. Partout on ne parlait que de la beauté de l'aînée et de l'esprit de la cadette. Il est vrai aussi que leurs défauts augmentèrent beaucoup avec l'âge. La cadette enlaidissait à vue d'œil, et l'aînée devenait plus stupide de jour en jour. Ou elle ne répondait rien à ce que l'on lui demandait, ou elle disait une sottise. De plus, elle était si maladroite qu'elle ne pouvait ranger 4 tasses en porcelaine sur le bord d'une cheminée sans en casser une, ni boire un verre d'eau sans en répandre la moitié sur ses habits. Quoique la beauté soit un grand avantage chez une jeune femme, c'était la cadette qui l'emportait presque toujours sur son aînée dans toutes les assemblées. D'abord, on allait du côté de la plus belle, pour la voir et pour l'admirer. Mais bientôt, on allait vers celle qui avait le plus d'esprit, pour l'entendre dire 1000 choses agréables. En moins d'un quart d'heure, l'aînée n'avait plus personne auprès d'elle. Tout le monde s'était regroupé autour de la cadette. L'aînée, bien que si stupide, le remarqua, et elle aurait donné sans regret toute sa beauté pour avoir la moitié de l'esprit de sa sœur. La reine, malgré toute sa sagesse, ne put s'empêcher de lui reprocher plusieurs fois sa bêtise. Cette pauvre princesse pensa en mourir de douleur.
un jour qu'elle s'était retirée dans un bois pour y pleurer sur son malheur, elle vit venir à elle un petit homme, fort laid et d'aspect désagréable, mais vêtu de la plus belle manière. C'était le jeune prince Riquet à la houppe. Il était devenu amoureux de cette princesse, d'après ses portraits, lesquels circulaient un peu partout, et avait quitté le royaume de son père pour avoir le plaisir de la voir et de lui parler. Ravi de la rencontrer ainsi toute seule, il l'aborda avec tout le respect et toute la politesse imaginable. Ayant remarqué, après lui avoir fait les compliments d'usage, qu'elle était des plus mélancoliques, il lui dit « Je ne comprends point, madame, comment une dame aussi belle que vous peut être aussi triste que vous le paraissez, car, alors que je peux me vanter d'avoir vu une infinité de belles dames, je peux également dire que je n'en ai jamais vu dont la beauté approche de la vôtre. » « Si vous le dites, monsieur, » lui répondit la princesse, qui n'ajouta pas un mot. « La beauté, » reprit Riquet à la houppe, « est un si grand avantage qu'il doit l'emporter sur toutes les autres vertus. Et quand on la possède, je ne vois rien qui puisse nous peiner beaucoup. J'aimerais mieux être aussi laide que vous et avoir de l'esprit, dit la princesse, qu'être belle et aussi bête que je le suis. Il n'y a rien qui démontre davantage que l'on a de l'esprit, madame, que de croire ne pas en avoir. Or, il est dans la nature de cette qualité de croire que plus on en a, plus il nous en manque. Je ne comprends rien à ce que vous dites, répondit la princesse, mais je sais que je suis très bête. Et c'est de là que vient le chagrin qui me tue. Si ce n'est que cela qui vous peine, madame, je peux aisément mettre fin à votre douleur. Et comment feriez-vous ? Dit la princesse. Madame, j'ai le pouvoir de donner de l'esprit à celle que je dois aimer, dit Riquet à la houppe. Et, comme vous êtes celle-là, il ne tient qu'à vous d'avoir autant d'esprit que l'on peut en avoir, pourvu que vous vouliez bien m'épouser. La princesse demeura interdite et ne répondit rien. Je vois, reprit Riquet à la houppe, que cette proposition vous fait de la peine et je ne m'en étonne pas. Mais je vous accorde une année entière pour vous décider. La princesse avait si peu d'esprit et en même temps une si grande envie d'en avoir qu'elle pensa que la fin de cette année ne viendrait jamais. Aussi, elle accepta cette proposition. Aussitôt sa parole donnée d'épouser Riquet à la houppe dans un an, jour pour jour, elle se sentit changer. Elle se mit à trouver avec une facilité incroyable comment dire tout ce qui lui plaisait, et à le dire avec élégance et naturel. Elle commença d'ailleurs aussitôt une conversation galante et soutenue avec Riquet à la houppe, où elle brilla tant et tant que Riquet à la houppe crut lui avoir donné plus d'esprit qu'il ne s'en était réservé pour lui-même. Une fois de retour au palais, le changement parut si radical et si extraordinaire que toute la cour ne savait qu'en penser. Autant l'avait-on entendu dire des sottises auparavant, autant lui entendait-on dire des choses bien sensées et hautement spirituelles. Toute la cour en éprouva une joie difficilement imaginable. Il n'y eut que sa cadette qui n'en fut pas satisfaite, car, n'ayant plus sur son aînée l'avantage de l'esprit, auprès d'elle, elle ne semblait plus qu'une méchante guenon. Désormais, le roi écoutait les avis de son aînée. Il allait même quelquefois la consulter dans ses appartements.
Le bruit de cette métamorphose s'était répandu. Les jeunes gens des royaumes voisins firent tout leur possible pour s'en faire aimer, et la plupart la demandèrent en mariage. Elle les écouta tous sans s'engager avec aucun d'entre eux, car elle n'en trouvait pas un qui montrait assez d'esprit à son goût. Cependant, il s'en présenta un, si puissant, si riche, si spirituel et si bien fait, qu'elle ne put s'empêcher de ressentir quelque bonne disposition à son égard. S'en étant aperçue, son père lui dit qu'il la laissait libre du choix d'un époux et qu'elle n'avait qu'à se déclarer en faveur de celui qui lui plairait. Mais plus on a d'esprit et plus on a de mal à se décider dans ce genre d'affaires. Aussi, après avoir remercié son père, elle lui demanda de lui accorder du temps pour y réfléchir. Pour songer plus agréablement à ce qu'elle devait faire, par hasard, elle alla se promener dans le bois où elle avait rencontré Riquet à la houppe. Tandis qu'elle se promenait, tout à ses pensées, elle entendit un bruit sourd sous ses pieds, comme lorsque plusieurs personnes vont et viennent, affairées. Écoutant plus attentivement, elle entendit que l'un disait « Apporte-moi cette marmite », un autre « Donne-moi ce chaudron », et un autre « Mets du feu dans ce bois ». La terre s'ouvrit alors sous ses pieds, et elle vit une espèce de grande cuisine, pleine de cuisiniers, de leurs aides et du personnel nécessaire pour préparer un festin mémorable. Il en sortait une bande de 20 à 30 rôtisseurs qui, une broche à la main et bien soignés, allèrent dans une allée du bois pour s'installer autour d'une table fort longue et qui tous se mirent à s'activer au son d'une chanson mélodieuse. La princesse, étonnée par ce spectacle, leur demanda pour qui ils travaillaient. « C'est, madame, pour le prince Riquet à la houppe, dont les noces se feront demain, » lui répondit le plus aimable de la bande. La princesse, se souvenant tout à coup qu'un an plus tôt, jour pour jour, elle avait promis d'épouser le prince Riquet à la houppe, n'en revint pas. Quand elle avait fait cette promesse, elle était bête, si bien que ce souvenir avait disparu de sa mémoire, car en prenant le nouvel esprit que le prince lui avait accordé, elle avait oublié toutes ses sottises. Elle reprit sa promenade, mais elle n'eut pas fait 30 pas que Riquet à la houppe se présenta à elle, brave, magnifique, et comme un prince qui va se marier. « Madame, dit-il, vous me voyez honorer fidèlement ma parole, et je ne doute point que vous ne veniez ici pour tenir la vôtre, et faire de moi, en me donnant votre main, le plus heureux de tous les hommes. » « Je vous avouerai franchement, répondit la princesse, que je n'ai pas encore pris ma décision à ce propos, et que je ne crois pas pouvoir jamais la prendre comme vous la souhaitez. »« Vous m'étonnez, madame, lui dit Riquet à la houppe. »« Je le crois, dit la princesse. Et assurément, si j'avais affaire à une brute, à un homme sans esprit, je me trouverais bien embarrassée. Une princesse n'a que sa parole, me dirait-il, et il faut que vous m'épousiez, puisque vous me l'avez promis. Mais, comme celui à qui je parle est l'homme du monde qui a le plus d'esprit, je suis sûre qu'il entendra raison. Vous savez que, lorsque j'étais bête, je ne pouvais pas me résoudre à vous épouser. Comment voulez-vous que, ayant l'esprit que vous m'avez donné, un esprit qui me rend encore plus exigeante pour apprécier un homme, je prenne aujourd'hui une décision que je n'ai pu prendre dans ce temps-là. Si vous teniez vraiment à m'épouser, vous avez eu tort de m'ôter ma bêtise.
et de me faire voir plus clair que je ne voyais alors. Si, comme vous venez de le dire, répondit Riquet à la houppe, vous tolériez qu'un homme sans esprit vous reproche votre manque de parole, pourquoi voulez-vous, madame, que je n'en fasse pas de même dans une affaire où il y va du bonheur de ma vie? Est-il raisonnable que ceux qui ont de l'esprit soient moins bien traités que ceux qui n'en ont pas? Pouvez-vous le prétendre, vous qui en avez tant, et qui avez tant souhaité en avoir? Mais venons au fait, s'il vous plaît. En dehors de ma laideur, y a-t-il quelque chose en moi qui vous déplaise? Êtes-vous mécontente de ma naissance, de mon esprit, de mon humeur ou de mes manières? Nullement, répondit la princesse. J'aime en vous tout ce que vous venez de me dire. S'il en est ainsi, reprit Riquet à la houppe, je vais être heureux, puisque vous pouvez me rendre le plus aimable de tous les hommes. Comment cela se peut-il? Lui dit la princesse. Cela se fera si vous m'aimez assez pour souhaiter que cela soit, répondit Riquet à la houppe. Et afin que vous n'en doutiez pas, madame, sachez que la même fée qui, au jour de ma naissance, me fit le don de pouvoir rendre spirituelle celle qui me plaira, vous a également fait le don de pouvoir rendre beau celui que vous aimerez, et à qui vous voudrez bien accorder cette faveur. Si la chose est vraie, dit la princesse, je souhaite de tout mon cœur que vous deveniez le prince le plus beau et le plus aimable du monde. Et je vous fais ce don, pour autant qu'il m'appartienne. La princesse n'eut pas prononcé ces paroles que Riquet à la houppe parut à ses yeux l'homme du monde le plus beau, le mieux fait et le plus aimable qu'elle eût jamais vu. Quelques-uns assurent que ce ne furent pas les sortilèges de la fée qui opérèrent alors, mais que l'amour fut le seul artisan de cette métamorphose. Ils disent que la princesse, ayant mûrement considéré la persévérance de son amant, sa discrétion et toutes les bonnes qualités de son âme et de son esprit, ne vit plus la difformité de son corps, ni la laideur de son visage. Sa bosse lui sembla un gage de bonhomie. Et si jusqu'alors elle l'avait vu boiter lamentablement, elle ne lui trouva plus qu'un certain air penché qui la charmait. Ils disent encore que ses yeux, qui louchaient, lui parurent plus brillants, que leur particularité devint dans son esprit la marque d'un violent excès d'amour, et qu'enfin son gros nez rouge eut pour elle quelque chose de martial et d'héroïque. Quoi qu'il en soit, la princesse lui promit sur-le-champ de l'épouser, pourvu qu'il obtînt le consentement du roi son père. Le roi, ayant su que sa fille avait beaucoup d'estime pour Riquet à la houppe, qu'il tenait d'ailleurs pour un prince très spirituel et très sage, l'accepta avec plaisir pour gendre. Dès le lendemain, les noces furent faites, ainsi que Riquet à la houppe l'avait prévu, et selon les ordres qu'il en avait donnés longtemps auparavant. Moralité: ce que l'on voit dans cet écrit est moins une fable que la vérité même. Tout est beau dans ce que l'on aime. Tout ce qu'on aime a de l'esprit. Autre moralité: dans un être pour qui la nature aura su créer la plus belle des gravures, avec une telle adresse qu'on ne saurait l'imiter, tant de beauté et de qualité seront inutiles. Comparés à un petit détail futile, que l'amour, seul, y fera trouver.